Bonsoir, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. C'est avec un grand plaisir. C'est toujours le même plaisir et le grand plaisir de vous retrouver. Donc, c'est notre troisième rencontre digitale de la GERC. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et nous sommes très heureux d'avoir le professeur Kadio, le professeur, un ami de la GERC, un ami de la gastroentérologie marocaine. Il va nous parler de gastrite chronique non liée à l'HP. Donc, le professeur Kadio est un expert français et il est le chef de service de l'hépatogastroentérologie, chef de service du CHU d'hépatogastroentérologie de Reims et des maladies cancéreuses. Donc, nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Donc, je pense que c'est une conférence très intéressante. Donc, tous les membres de la GERC sont, bien sûr, vous êtes les bienvenus, et tous nos consoeurs et nos confrères de tous les gastroentérologues du Maroc. Donc, au nom du bureau de la GERC, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie les laboratoires Botu d'avoir sponsorisé cette rencontre, surtout mon ami Silwardi. Je remercie le professeur Abkari qui va modérer cette conférence. Donc, sans trop tarder, je laisse la parole à M. Abkari, comme ça il va introduire M. Bio, et à tout à l'heure, et bonne conférence. En attendant de vous voir physiquement, ça nous manque. À tout à l'heure. Merci. Merci Fouad. À mon tour, je remercie le professeur Kadio d'avoir accepté d'animer aujourd'hui cette thématique sur les gastrites non liées à l'HP. Nous avons posé la question à plusieurs gastronomes d'associations pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du sujet. La majorité ont apprécié le fait qu'on parlera d'un sujet qui est plus ou moins, je dirais pas méconnu, mais qui est submergé par l'HP. Donc aujourd'hui, on parlera essentiellement des gastrites non liées à l'HP. Donc, Kadio va prendre la parole pour faire sa présentation. Si vous avez des questions, il y a l'icône QR en bas. Donc, posez les questions que vous voulez. Moi, au fur et à mesure, je vais collecter les questions et essayer de les regrouper. Et en fin de la présentation, je les reposerai au professeur Kadio pour essayer de répondre à l'ensemble des questions d'assistance. Comme a dit Sichpi, l'assistance n'est pas uniquement les gastros de la région, mais c'est les gastros de tout le Maroc et également des généralistes, parce que la thématique intéresse bien tout le monde. Sans tarder, je n'ai pas l'habitude de trop parler. Je donne la parole rapidement au professeur Kadio pour entamer sa présentation. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à tous pour votre invitation. J'espère bien revenir vous voir physiquement. Voilà. Donc, je partage mon écran. Oui, allez-y. Partager l'écran. Et voilà. Et tu me dis, Mohamed, si ça marche. Allez-y, c'est bon. C'est bon, c'est super. Voilà, en tout cas, un grand merci de votre invitation. Donc, le topo de ce soir concerne la gastrite chronique non liée à l'Helicobacter pylori. C'est un sujet un peu en avant-garde de ce que j'aurais dû présenter au GIFOD, qui ont été annulés, mais une partie de ce topo sera présentée en GIFOD électronique dans les jours qui viennent. Je pense que certains d'entre vous pourront y participer. Bon, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec cette thématique, mais j'ai des liens d'intérêt. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que la gastrite chronique? Quelle est sa définition? En fait, c'est une définition anatomopathologique, c'est la présence d'un infiltrat anormalement dense de cellules inflammatoires, essentiellement de cellules mononucléées, dans le chorion de la muqueuse gastrique. Alors, cette définition, en fait, n'est pas simple. Bon, pour Helicobacter pylori, c'est réglé parce qu'on a la classification de Sidney qui permet d'apprécier ce que c'est que l'infiltrat, la densité des infiltrats. Mais pour les autres, c'est une définition qui reste subjective. On ne sait pas ce que c'est exactement qu'un infiltrat anormalement dense. Et enfin, pour nous, les gastroentérologues, c'est quelque chose de difficile à comprendre et pour nous, ce n'est pas facile de différencier les gastrites chroniques vraies, celles que je viens de définir, des autres gastropathies. Et c'est pour ça que je parlerai des gastrites chroniques non liées à HP, mais également des autres gastropathies, notamment
des gastropathies hypertrophiques à la fin de ce topo. Alors les différentes causes de gastrite chronique, il y a Helicobacter pylori avec une fréquence très élevée, 80-90%, peut-être plus au Maroc d'ailleurs, je ne sais pas exactement quelle est la fréquence. Et les autres causes, c'est la gastrite auto-immune, c'est-à-dire la maladie de Birmer, les gastrites liées au Mickey, les gastrites lymphocytaires et les gastrites collagènes. Et vous voyez, en termes de fréquence, domine très largement l'infection Helicobacter pylori, puis vient la maladie de Birmer qui est relativement fréquente quand même, la gastrite liée au Mickey qui est également fréquente mais qui ne pose pas vraiment de problème, et les autres, la gastrite lymphocytaire et la gastrite collagène sont rares, voire même exceptionnelles. Alors, pourquoi on parle tant des gastrites chroniques? C'est le risque d'évolution vers l'atrophie. Ce sont des gastrites chroniques atrophiques pour les deux premières, c'est-à-dire Helicobacter pylori et la gastrite auto-immune, et également vers la métaplasie intestinale, avec le risque de développement de tumeurs gastriques, notamment d'adénocarcinome pour les deux causes les plus fréquentes, et enfin pour la gastrite auto-immune, il y a un risque de tumeurs neuroendocrines de type 1, qui sont des tumeurs le plus souvent bénignes, heureusement. Et donc tout ceci nécessite une surveillance, et il y a des modalités particulières de surveillance en endoscopie, comme je vous le dirai tout à l'heure. Alors un petit rappel histologique de la muqueuse gastrique, ça ne fait jamais de mal de reprendre un petit peu les bases. Vous avez donc la muqueuse fondique et la muqueuse antrale ou pylorique. Donc les cryptes, il y a une première couche juste en dessous de l'épithélium qui correspond à la zone des cryptes, moins importante pour le fondus que pour la muqueuse antrale. Et en dessous, il y a la zone des glandes qui est très différente entre la muqueuse fondique et la muqueuse antrale. Dans la muqueuse fondique, il s'agit des cellules pariétales qui sécrètent l'acide, les cellules principales, les cellules endocrines ECL. Et pour la muqueuse antrale, ce sont des cellules à mucus essentiellement et quelques cellules endocrines. Donc la première étape devant une gastrite chronique, c'est d'éliminer une gastrite à Helicobacter pylori. Alors, ce n'est pas très compliqué, bien sûr, il y a les critères cliniques, je n'en parlerai pas là. Il y a surtout des critères anatomopathologiques. Et un point important, c'est que dans la gastrite à Helicobacter pylori, les muqueuses antrales et fondiques sont toujours anormales. Même s'il y a des formes antrales prédominantes ou fondiques prédominantes, les muqueuses antrales et fondiques sont toujours anormales. Ce qui n'est pas le cas de la gastrite auto-immune, la maladie de Birmer. L'infiltrat inflammatoire n'est pas le même non plus que dans la maladie de Birmer, on va y revenir, et c'est bien évidemment la présence du germe d'Helicobacter pylori qui va permettre de poser le diagnostic. Le germe mis en évidence par n'importe quelle technique, coloration standard, coloration spéciale, et ça a été recommandé par la dernière conférence de consensus, par immunohistochimie si la recherche classique, anatomopathologique est négative, et ça c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que si vous êtes face à une gastrite chronique ou une gastrite de façon générale, et si la recherche d'HP est négative par l'anapathe, il faut faire une sérologie pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'une gastrite à Helicobacter pylori. La sérologie a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Un petit mot sur l'épidémiologie de la maladie de Birmer. Donc là, j'arrête de parler de la gastrite à Helicobacter pylori parce que dès qu'on a éliminé HP, il faut rechercher la maladie de Birmer. C'est la deuxième cause. Alors, en termes épidémiologiques, les informations ne sont pas d'une grande fiabilité. Ce qu'on sait, c'est que la fréquence augmente avec l'âge, qu'elle est plus fréquente chez la femme, comme toutes les maladies auto-immunes, et qu'elle augmente à des taux qui sont quand même significatifs. Vous voyez, 4 à 5% des femmes de plus de 60 ans auraient une maladie de Birmer. Donc, c'est des choses qu'on peut rencontrer assez fréquemment. Alors, le risque est d'autant plus élevé que le patient est atteint d'une autre maladie auto-immune. Alors, comment fait-on ce diagnostic de maladie de Birmer? Il y a des critères clinico-biologiques, la carence en vitamine B12 qu'on a tous appris pendant nos études. Cependant, celle-ci est loin d'être constante. Elle touche les patients à un stade avancé de la maladie. Au début, il n'y a pas de carence en vitamine B12, donc on n'a pas besoin de la carence en vitamine B12 pour dire qu'il s'agit d'une maladie de Birmer. En revanche, la carence martiale, la carence en fer, est très fréquente
on estime qu'environ 20 à 30% des patients qui ont une maladie de Birmer ont une carence martiale, et à l'inverse, qu'environ 20% des patients qui ont une carence martiale inexpliquée ont une maladie de Birmer. Donc c'est quelque chose qui est très important de connaître, et de plus en plus, on pense à la maladie de Birmer devant une anémie fériprive pure, microcytaire. On pense bien sûr à la maladie cœliaque, une fois qu'on a éliminé le cancer, etc. Mais on pense à la maladie de Birmer, et donc il faut faire les biopsies adaptées. Dans la moitié des cas environ, il existe d'autres maladies auto-immunes associées, essentiellement des thyroïdites et le diabète. Sur le plan biologique, l'hypergastrinémie, l'augmentation du taux sérique de gastrine, est quasiment constante. Je vous rappelle que pour doser la gastrine, il faut arrêter les éventuels traitements par IPP pendant 10 à 14 jours. Mais cette hypergastrinémie est un très bon marqueur diagnostique de la maladie de Birmer, avec des taux qui peuvent être très élevés. Elle est liée à la réduction de la sécrétion acide, liée à la réduction de la masse cellulaire pariétale. Les anticorps anticellules pariétales et les anticorps antifacteurs intrinsèques sont souvent positifs, mais pas toujours. Certes, les anticorps anticellules pariétales ont une sensibilité élevée, mais la spécificité est faible. À l'inverse, les antifacteurs intrinsèques ont une sensibilité faible et une spécificité élevée. Alors, il y a d'autres signes de la maladie de Birmer qu'on connaît tous, mais en tant que gastro-entérologue, on les rencontre rarement. Les signes neurologiques qui peuvent aller jusqu'à la sclérose combinée de la moelle, qui est tout à fait exceptionnelle, et de multiples symptômes, des troubles psychiatriques, la glossite de Hunter, l'anorexie, etc. Nous avions fait une étude à Reims il y a une dizaine d'années, plus que ça, même une quinzaine d'années, qui avait montré que dans 50% des cas de maladie de Birmer diagnostiqués au CHU de Reims, les patients, le diagnostic avait été suspecté sur des anomalies hématologiques. Dans un quart des cas, il s'agissait d'autres manifestations d'auto-immunité, notamment le diabète et thyroïdite ou la présence d'anticorps. Alors, ça, c'est la carence martiale et la maladie de Birmer. Je me suis un petit peu avancé tout à l'heure en vous donnant les chiffres de 20 à 25%. Parallèlement, la maladie cœliaque ne serait la cause d'une carence martiale que dans 5%. Vous voyez donc l'importance de rechercher la maladie de Birmer. Et nous avions montré que la carence martiale dans la maladie de Birmer touche préférentiellement les sujets jeunes et les femmes. Alors, est-ce qu'il y a un rôle des pertes menstruelles? C'est possible. Alors que la carence en vitamine B12 touche plutôt les sujets plus âgés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une carence en fer dans la maladie de Birmer? C'est que pour être absorbé, le fer ferrique, Fe3+, a besoin d'être réduit en fer ferreux, et pour cela, il a besoin d'acide et de se coupler finalement à l'acide ascorbique, à l'acide acétique pour être absorbé. C'est pour ça qu'il y a la carence en fer dans cette situation d'hypochloridrie. Un petit mot sur l'absorption de la vitamine B12, qui est quand même centrale dans la maladie de Birmer. Je vous rappelle que la vitamine B12, elle est liée aux protéines alimentaires, donc essentiellement la viande, mais également le poisson. Une fois que ce complexe vitamine B12 protéines, une fois arrivé dans l'estomac, est dissocié par la pepsine, puis la vitamine B12 se fixe sur un récepteur qui vient de la salive, le récepteur R, et ce complexe progresse dans le duodénum. Le complexe est séparé par les enzymes pancréatiques, se fixe ensuite sur le facteur intrinsèque qui, je vous le rappelle, est sécrété par les cellules pariétales gastriques, fondiques, qui sont donc réduites dans la maladie de Birmer, et ce complexe facteur intrinsèque vitamine B12 va se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau de l'iléon avant d'être absorbé et passé dans le système porte pour retourner dans la circulation générale. Voilà, on comprend pourquoi il y a une carence en vitamine B12 dans la maladie de Birmer, mais il y a d'autres causes de carence en vitamine B12. Un petit mot sur le dosage de la vitamine B12. Il y a une limite technique, il y a des limites techniques à ce dosage. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il faut savoir que les dosages risquent de sous-estimer la carence dans les limites basses de la normale. Et si on veut vraiment savoir
s'il y a une carence en vitamine B12, eh ben, il faut doser l'homocystéine et l'acide méthylmalonique qui sont élevés de façon constante, car la vitamine B12 est le substrat d'une réaction qui transforme l'homocystéine en méthionine et l'acide méthylmalonique en succinyl coenzyme A. Enfin, c'est des choses qu'on dose de façon tout à fait exceptionnelle, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a quand même des limites au dosage. La gastrine, ici, je vous l'illustre avec une échelle logarithmique. Faites bien attention à ça et vous voyez qu'en cas de maladie de Birmer, les taux peuvent être extraordinairement élevés et dépasser très largement ce qu'on observe dans le syndrome de Zollinger-Ellison, par exemple. Donc, les principales causes d'hypergastrinémie, c'est les situations où il n'y a pas d'acide. Donc, c'est une hypergastrinémie réactionnelle à la chlorhydrique. Donc, c'est l'atrophie fondique, la maladie de Birmer et la prise d'IPP. Les autres causes sont très rares, notamment le syndrome de Zollinger-Ellison qui reste exceptionnel. Revenons à la maladie de Birmer. Une des situations révélatrices de la maladie de Birmer, où ça peut apparaître dans la prise en charge, c'est la présence de polypes dans l'estomac. Vous voyez, dans cette énorme série, 30% des patients avaient des polypes. Il s'agit dans plus de la moitié des cas de polypes hyperplasiques, mais ça peut également être des tumeurs neuroendocrines, comme je vous avais dit tout à l'heure, de type 1 qui sont souvent bénignes, et d'autres choses, notamment des pseudopolypes, que je voudrais illustrer, pas sur cette diapositive qui montre ici des polypes hyperplasiques dans le cadre d'une maladie de Birmer. C'était un patient que j'avais eu l'année dernière, je crois, mais plutôt cette forme de gastrite pseudopolypoïde avec, vous voyez, à gauche, en haut à gauche, cette forme de multiples petits polypes au niveau du corps gastrique, vous voyez. Et en fait, ces polypes correspondent à des zones de muqueuse fondique résiduelle normale. Et donc, le piège est de ne biopsier que les polypes. Et là, la muqueuse peut être considérée comme presque normale et on ne fera pas le diagnostic de maladie de Birmer. Ce qu'il est important de faire, c'est de biopsier à côté des polypes. Il faut donc biopsier les polypes et biopsier à côté des polypes. Et si quand on biopsie à côté des polypes, eh ben, on constate que la muqueuse fondique est atrophique. Et donc, un grand message, c'est en cas de polype gastrique, il faut toujours biopsier la muqueuse non polypoïde. Et dans l'estomac, toujours biopsier l'antre dans un pot et le fondus dans un autre pot. Alors, quand on pense endoscopie et maladie de Birmer, on pense l'aspect en fond d'œil, typique comme on le voit ici, mais en fait, cet aspect n'est pas spécifique. On peut le rencontrer chez des patients qui ont une muqueuse par ailleurs complètement normale, des sujets un peu âgés par exemple. Et à l'inverse, à droite, vous voyez, il s'agissait d'un de mes patients qui avait une réelle maladie de Birmer avec des pseudopolypes. Donc, l'aspect endoscopique n'est pas spécifique, il faut se fier aux biopsies. Alors, biopsie, donc critères anatomopathologiques de la maladie de Birmer. Et il y a des anomalies très évocatrices de la muqueuse fondique, à tel point que des anatomopathologistes avertis font le diagnostic sans trop de difficultés. Le point très important, c'est que la muqueuse antrale est normale dans la maladie de Birmer, ce qui n'est pas le cas de la gastrite Helicobacter pylori. Et donc, un grand message, c'est qu'il faut toujours biopsier l'antre et biopsier le fondus de façon séparément et mettre les biopsies dans des pots séparés de façon à ce que l'anatomopathologiste puisse apprécier facilement ce qui touche la muqueuse antrale et ce qui touche la muqueuse fondique. Un exemple ici en haut de maladie de Birmer avec une muqueuse antrale normale, une muqueuse fondique atrophique, et en bas, Helicobacter pylori qui montre une atteinte à la fois de la muqueuse antrale et de la muqueuse fondique et la présence de germes. Voilà. Ici, une maladie de Birmer à droite et à gauche, une muqueuse fondique normale à même grossissement. Vous voyez la différence de hauteur de la muqueuse. Ici, un fort grossissement, l'aspect de lymphoplasmocytaire du chorion qui est assez typique de la maladie de Birmer, qui va grignoter les glandes fondiques et qui se transforme en métaplasie intestinale, voire en métaplasie pylorique. Si on applique une coloration des cellules endocrines, on constate dans la maladie de Birmer, au niveau du fondus, une hyperplasie des cellules neuroendocrines, les cellules entérochromaffines-like, ECL, avec les différents stades, comme ici, des aspects en chaînette, des micronodules.
Donc pour différencier maladie de Birmer et Helicobacter pylori, eh ben, les critères sont ceux-là. La muqueuse entrale, elle est normale dans la maladie de Birmer, toujours anormale en cas d'infection à HP. Dans le fondus, l'aspect est celui d'une gastrite auto-immune, alors que dans la gastrite à Helicobacter pylori, ça a un aspect de gastrite chronique lié à HP. Les anapathes peuvent faire la différence. Il n'y a pas d'HP, bien sûr, dans la maladie de Birmer, sauf quand même qu'on peut avoir un Birmer et une infection Helicobacter pylori. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Ça ne protège pas de l'infection Helicobacter pylori, alors qu'il est présent dans la gastrite à HP. La gastrinémie, elle est toujours très élevée, voire très élevée dans le Birmer. Elle peut être élevée dans l'infection Helicobacter pylori. Les anticorps sont présents dans le Birmer, négatifs dans l'infection Helicobacter pylori. Les autres maladies auto-immunes sont fréquentes en cas de Birmer et ne sont pas fréquentes en cas d'infection Helicobacter pylori. Enfin, il y a une carence en fer et en vitamine B12 fréquente dans la maladie de Birmer, rare ou possible cependant quand même en cas d'infection à Helicobacter pylori. Pour finir sur la maladie de Birmer, en tout cas la prise en charge immédiate, il y a 4 points, c'est qu'il faut corriger la carence en fer et en vitamine B12, et on va voir tout de suite que la vitamine B12 peut être administrée par voie intramusculaire ou péros. Il faut ensuite, une fois que la carence en vitamine B12 a été corrigée, prévenir la récidive de la carence par l'administration régulière de vitamine B12. Il faut dépister les maladies auto-immunes associées et dépister les lésions gastriques, épithéliales et neuroendocrines. Alors, ça, j'avais présenté ça il y a quelques années au GIFOD. C'était pour montrer à la population de tous les gastro-entérologues francophones que clairement, dans la maladie de Birmer, la vitamine B12, qu'elle soit administrée par voie intramusculaire ou péros, a exactement la même efficacité. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez ici les courbes. Vous voyez en bleu péros, en rouge intramusculaire, à J90, les taux de vitamine B12 sont corrigés de la même façon. Et ici, pour l'anémie, vous voyez, on part de 8 grammes. À J90, on arrive à 14 grammes, que ce soit péros ou par voie intramusculaire, avec des schémas d'administration qui sont globalement ceux-là. Voilà, exactement la même chose sur une autre étude. Il y a eu quelques études randomisées de qualité qui ont été faites. Alors, un des points les plus importants, c'est la prévention du cancer, le risque de cancer. Alors, on le connaît bien dans l'infection Helicobacter pylori. On sait qu'éradiquer l'Helicobacter pylori réduit de façon spectaculaire le risque de cancer. Dans la maladie de Birmer, on sait que ce risque existe, mais il est quand même très faible. Vous voyez, en termes d'incidence, il y a eu quelques études, en termes d'incidence, 0,27% par patient année. Il est certes 6 à 7 fois plus élevé que celui de la population générale, mais il n'est quand même pas majeur. Et il est clairement lié à l'intensité de l'atrophie, de la métaplasie intestinale, de l'âge, mais également de l'infection Helicobacter pylori associée. Et dans des pays à forte prévalence de l'infection Helicobacter pylori, on peut avoir une maladie de Birmer et une infection Helicobacter pylori associée, avec probablement un surrisque de cancer. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer ce risque de dégénérescence en cas de gastrite chronique? Donc ça a été essentiellement évalué chez les patients qui ont une infection Helicobacter pylori. On a la classification de Sidney, je vous rappelle qu'elle quantifie l'importance de l'activité, de l'inflammation chronique, de l'atrophie, aussi bien dans l'antre que dans le corps, et de la métaplasie intestinale. Et à partir de là, il a été proposé une classification qui s'appelle la classification Olga des lésions d'atrophie gastrique pré-néoplasique. Alors cette classification est parfaitement adaptée à l'infection Helicobacter pylori, elle l'est beaucoup moins dans la maladie de Birmer. En effet, le score d'atrophie est calculé au niveau de l'antre et au niveau du fondus, et on calcule ainsi un risque de, une intensité d'atrophie à la fois dans l'antre et dans le fondus, avec des stades de stade 0 à stade 4. Et on sait, il a été parfaitement démontré, que le stade 3 et le stade 4 de l'atrophie de la classification Olga étaient associés à un surrisque de dégénérescence. Alors, ce n'est pas adapté à la maladie de Birmer, puisque dans la maladie de Birmer, l'antre est normal, donc il n'y a pas d'atrophie. Mais quand même, une atrophie, il a été montré dans la maladie de Birmer qu'une atrophie sévère de stade 3 ou de stade 4 était associée au risque de cancer.
Tout ça pour arriver à l'endoscopie digestive haute et comment faire des biopsies en cas de gastrite. D'abord, je pense que pour toute endoscopie, pour toute gastroscopie, tout venant pour n'importe quelle raison, surtout si la muqueuse est normale, il faut faire les 5 biopsies du protocole de Sydney que je vous ai indiqué sur ce schéma à droite. Et ce n'est que si ces biopsies montrent ou suggèrent la présence d'une gastrite chronique ou atrophique, qu'il faut refaire l'endoscopie avec idéalement des techniques particulières, ce que j'appelle ici la méthode japonaise, recommandée par la Société britannique de gastroentérologie, la Société européenne d'endoscopie. Alors, je ne suis pas sûr que vous le fassiez. Moi, je peux vous dire qu'en France, il y en a très peu qui le font. Et par défaut, moi, je propose de faire 10 biopsies dans le fundus systématique et bien sûr des biopsies dirigées sur les anomalies muqueuses. Alors, cette technique japonaise, qui avait d'ailleurs été présentée au GIFOD en 2016, à un symposium de la SPED, comprend une étape de détection avec notamment un examen rigoureux, structuré, des photos, comme vous le voyez ici, prises de façon systématisée, puis une étape de caractérisation des lésions avec la chromo-endoscopie, les grossissements et enfin les biopsies systématiques et sur les anomalies détectées. Ça prend énormément de temps et je pense que peu d'entre nous le font, ce qui est probablement une erreur, enfin c'est comme ça. Alors, comment on va surveiller sur le plan anapathe la maladie de Birmer une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a refait cette endoscopie avec des biopsies multiples? Il n'y a pas de recommandations spécifiques. Alors, il y a des recommandations globales sur les états pré-néoplasiques gastriques qui concernent essentiellement l'infection Helicobacter pylori, donc qui indique qu'il faut refaire une gastroscopie 3 ans plus tard en cas d'atrophie ou métaplasie intestinale étendue. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à titre personnel, je propose dans cette situation une gastroscopie tous les 5 ans. Je pense que si les premières endoscopies sont bien faites, les biopsies sont bien faites, il est inutile, et s'il n'y a pas de dysplasie, bien sûr, il est inutile de faire des endoscopies plus rapprochées. Parlons maintenant des autres causes de gastrite chronique. Donc, on a vu l'infection Helicobacter pylori, extraordinairement fréquente, la gastrite auto-immune, très probablement sous-estimée. Si on la cherche, nous, gastro-entérologues, en faisant bien les biopsies et en sensibilisant les anapathes, on va les trouver. Et après, qu'est-ce qui reste? Les Mickey, la gastrite lymphocytaire et la gastrite collagène. Alors, les gastrites liées au Mickey, c'est relativement fréquent. Alors, je commencerai par la rectocolite, où là, les lésions sont rares. Et ce qu'on peut observer, c'est une gastrite focale, essentiellement chez les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'une gastrite focale? Donc, c'est illustré ici sur cette photo. C'est une inflammation très localisée, comme vous pouvez le voir ici, de lymphocytes et d'histiocytes autour des glandes, parfois quelques polyneutraux, des plasmocytes. Donc ça, on peut le voir dans la rectocolite hémorragique. On le voit surtout dans la maladie de Crohn. Mais dans la maladie de Crohn, ce qu'on voit également, c'est les mêmes lésions que dans le reste du tube digestif, des granulomes, des ulcérations, de l'inflammation, et globalement, on peut dire qu'il y a des lésions gastriques si on fait des biopsies systématiques chez 2 tiers ou 3 quarts plutôt des patients avec maladie de Crohn. La gastrite lymphocytaire, elle est beaucoup plus rare. Je n'ai pas de données chiffrées à vous proposer. Elle est surtout définie par un nombre élevé de lymphocytes dans l'épithélium, plus de 25 pour 100 cellules épithéliales. Le point important, c'est que les 2 grandes causes sont faciles à diagnostiquer. C'est soit l'infection Helicobacter pylori, donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, soit la maladie cœliaque, donc il faut aller faire des biopsies au niveau du bulbe et du 2e duodénum, les biopsies traditionnelles pour diagnostiquer la maladie cœliaque. Elle se présente souvent sous la forme d'une gastrite varioliforme que je vais vous illustrer sur la diapositive suivante, voire d'ulcération, parfois même de gros plis, et c'est un diagnostic différentiel avec la maladie de Ménétrier dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Enfin, de façon tout à fait exceptionnelle, il y a des causes médicamenteuses de gastrite lymphocytaire et le traitement, il est simple, c'est celui de la cause.
Voilà l'aspect typique de gastrite varioliforme qu'on a tous rencontré de façon relativement rare, mais on peut voir ça dans l'infection Helicobacter pylori, mais aussi dans la maladie cœliaque. Alors la gastrite collagène, c'est vraiment autre chose. La gastrite collagène, c'est tout à fait exceptionnel. À titre personnel, je crois n'en avoir jamais rencontré. C'est défini par un épaississement de la bande collagène sous-épithéliale de plus de 10 microns, exactement comme dans le côlon. Je vais vous l'illustrer après. Il y a aussi un infiltrat lymphoplasmocytaire du chorion. Alors il y a deux formes. Il y a une forme limitée à l'estomac qui touche les enfants et les adultes jeunes, et il y a la forme associée à l'atteinte colique, donc la colite collagène qu'on rencontre relativement fréquemment, on va dire, avec diarrhée chronique. Ça se voit dans un contexte de maladie auto-immune associée. Il n'y a aucun lien avec Helicobacter pylori. Les aspects cliniques et endoscopiques sont non spécifiques et le traitement a fait l'objet de quelques cas cliniques. Il est très mal connu, on ne sait pas, IPP, corticoïdes, voire nutrition parentérale dans les formes gravissimes. Voilà, donc là, j'ai pris ces images sur une petite publication sur Internet. Vous voyez un aspect un peu de gastrite granuleuse, des petites formations polypoïdes et l'aspect d'épaississement de la bande collagène que vous voyez ici en rose pâle, exactement comme dans le côlon. Maintenant, j'en ai fini avec la gastrite chronique, mais il y a d'autres formes de maladies de l'estomac qui ne sont pas des gastrites chroniques, parce qu'il n'y a pas cet infiltrat lymphoplasmocytaire, mais je les appelle des gastropathies non aiguës. Il y a quand même une cause extrêmement fréquente, c'est la gastropathie réactionnelle, qu'on appelait autrefois la gastrite chimique. Et c'est la deuxième cause d'anomalie de la muqueuse gastrique après l'infection à Helicobacter pylori. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre de façon très fréquente. Les autres gastropathies non aiguës sont très rares. Alors j'en ai mis ici quelques causes que je vais détailler, mais il y en a beaucoup d'autres et c'est vraiment très très rare. La gastrite chimique, la gastropathie réactionnelle, c'est lié à une réaction gastrique aux sels biliaires, le reflux duodéno-gastrique, ou au traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien. Les aspects anatomopathologiques sont tout à fait caractéristiques, illustrés ici, une hyperplasie fovéolaire, une extension des fibres musculaires entre les cryptes, et il n'y a pas ou peu d'inflammation, sauf s'il y a des érosions. C'est ce qui fait toute la différence avec la gastrite chronique. Là, une autre cause qui est relativement rare, mais on peut en rencontrer quand même, c'est les granulomatoses. Alors, bon, suivant l'épidémiologie locale, les causes de granulomatose varient. Je pense qu'au Maroc, il y a plus de tuberculose qu'à Reims, parce que nous, on n'en voit jamais ou presque jamais. En revanche, ce qu'on voit, c'est la maladie de Crohn ou exceptionnellement la sarcoïdose. Donc, en fait, il y a plein de causes de granulomatose. Il y a aussi les parasitoses, il y a des lymphomes, il y a tous les corps étrangers, l'aliment, des sutures après chirurgie, etc. Donc il y a pas mal de causes. En pratique, il ne faut pas trop se casser la tête. Le diagnostic est habituellement facile et il n'est pas fait sur la maladie de l'estomac, il est fait sur le reste. La maladie de Crohn s'exprime ou la tuberculose s'exprime à côté. Ce n'est pas un gros problème diagnostique et je pense qu'il ne faut pas trop s'étendre dans les explorations. Après, il y a les gastrites à éosinophiles. Alors là, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Donc, il y a des définitions qui ne sont pas consensuelles. Une trentaine de polynucléaires éosinophiles par champ à fort grossissement. Il y a même, vous voyez, une publication avec des chiffres extrêmement précis. Là, c'est compliqué, la gastrite éosinophile. Ça peut être une gastroentérite éosinophile qui touche également le grêle avec ses différentes formes, un syndrome hyperéosinophilique dont le lien avec les maladies hématologiques n'est pas simple, des infections parasitaires, les maladies de Crohn et une infection Helicobacter pylori qu'il faut quand même éliminer, etc. Ça reste quand même extrêmement rare. Après, le dernier point finalement de mon exposé concerne les gastropathies à gros plis, parce que je pense que vous, comme moi,
on en rencontre de temps en temps, rarement, certes, mais de temps en temps, et à chaque fois, on est, on va dire, dans l'embarras. Et voilà, on fait une endoscopie pour diverses raisons, et qu'est-ce qu'on voit? C'est gros plis. Alors déjà, on ne sait pas ce que c'est qu'un gros pli, ce n'est pas parfaitement défini, donc ça pose un problème. Ensuite, quels sont les diagnostics à évoquer? Donc je vous ai fait un peu un listing, on va les prendre un peu par un, mais on va quand même y revenir. Le premier point, et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est qu'il faut impérativement éliminer un adénocarcinome gastrique à cellules indépendantes. Et ce diagnostic est très difficile à faire. On va y venir. La gastroscopie avec les biopsies habituellement ne suffisent pas. On peut être amené à faire des macrobiopsies, une écho-endoscopie, etc. Après, il y a le diagnostic de la ménétrier sur lequel je vais m'étendre un peu. Le syndrome de Zollinger-Ellison. Alors là, bon, moi qui connais bien le syndrome de Zollinger-Ellison, je peux vous dire que c'est jamais à partir de gros plis qu'on en fait le diagnostic. Quand il y a des gros plis et que c'est un Zollinger, c'est qu'il y a déjà tous les symptômes qui vont avec. Donc, il ne faut pas trop vous casser la tête quand vous tombez sur des gros plis. S'il n'y a pas les ulcères, la diarrhée, le reflux, etc., ce n'est pas un Zollinger. Une cause qui reste fréquente, c'est l'infection Helicobacter pylori. Là encore, donc il faut éliminer Helicobacter pylori, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les biopsies, mais également par la sérologie. La gastrite lymphocytaire, qui est également une cause de gastrite hypertrophique, et puis il y a des trucs absolument rarissimes. Et enfin, il y a un diagnostic qui peut prêter à confusion, ce sont les polyposes, notamment juvéniles, je dirais un petit mot dessus. Alors, il y a plein d'autres causes. Alors, quels sont les secteurs de la muqueuse qui peuvent être hypertrophiques ou hyperplasiques et atrophiques? Donc, je vous rappelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'il y a le secteur des cryptes et le secteur des glandes. Et enfin, chacun des deux secteurs peut être hypertrophique ou atrophique. Par exemple, dans le syndrome de Zollinger-Ellison, les cryptes sont normales, mais il y a une hypertrophie de la partie glandulaire, il y a une augmentation du nombre de cellules pariétales. Dans la maladie de Ménétrier, il y a une hyperplasie des cryptes absolument majeure, on va le voir, mais il y a une atrophie des glandes. Dans cette maladie absolument rarissime qui est la gastropathie hypertrophique hypersécrétoire, il y a une hyperplasie des cryptes et aussi une hyperplasie des glandes. Vous voyez, donc on peut trouver plein de choses, mais pour avoir toute l'épaisseur comme ça, il faut faire des macrobiopsies. Alors voici quelques aspects de la maladie de Ménétrier. Donc là, les gros plis sont tout à fait évidents, sont succulents, il y a du mucus, il peut y avoir des ulcérations, voilà. Et c'est là où il faut biopsier, si possible avoir des macrobiopsies, et l'aspect anatomopathologique est tout à fait typique. Et vous voyez dans la description auprès de M. Ménétrier, je trouve que cette image est très belle. On retrouve les lésions qu'on voit ici maintenant, c'est-à-dire l'hyperplasie fovéolaire avec des cryptes qui sont très grandes, cette zone des cryptes qui est hypertrophique avec des cryptes qui sont tortueuses, hyperplasiques. Il y a des dilatations kystiques des glandes comme ici et il y a une atrophie glandulaire de la zone glandulaire. Tout ceci avait bien été décrit il y a plus d'un siècle. Alors la maladie de Ménétrier, comment ça s'exprime? Ça touche plutôt l'homme, plutôt d'âge moyen ou mûr, d'évolution insidieuse. Il y a souvent un contexte de maladie auto-immune, il y a des formes associées à la rectocolite hémorragique. Il y a des formes chez l'enfant qui sont très aiguës liées au cytomégalovirus, ce qui n'est pas le cas chez l'homme, chez l'adulte. Et en gros, pardon, la maladie de Ménétrier entraîne une exsudation protéique par l'estomac avec une hypoalbuminémie qui peut être majeure, entraînant des édèmes des membres inférieurs, par exemple, de la malabsorption, une hypochloridrie, mais curieusement une hypergastrinémie qui reste inconstante. Alors, la physiopathologie, c'est la sécrétion c'est la prolifération de cellules qui sécrètent du TGF-alpha
et les glandes qui sécrètent, qui surexpriment, non plutôt les cryptes, qui surexpriment de l'EGF récepteur. Donc en fait, la muqueuse fabrique le facteur trophique et également le récepteur qui va avec, et ça entraîne cette hypertrophie majeure et ça a un impact thérapeutique. Le diagnostic différentiel de la maladie de Ménétrier, alors le voici, donc je suis désolé, c'est en anglais. Donc il y a la maladie de Ménétrier qui a une distribution qui est diffuse dans l'estomac, l'antre et le fondus, plutôt le fondus que l'antre d'ailleurs, donc l'hyperplasie fovéolaire. Donc il y a d'autres formes comme la gastrite hypertrophique lymphocytaire, donc plutôt le fondus là aussi, mais il y a un infiltrat lymphocytaire prédominant. Il y a ce truc absolument rarissime qui s'appelle la gastropathie hypertrophique hypersécrétante, il y a le Zollinger, il y a les polypes hyperplasiques, notamment et puis il y a les syndromes, il y a les polyposes, notamment avec des polypes amartomateux qui peuvent, je vais vous montrer des images tout à l'heure, prêter à confusion avec la maladie de Ménétrier. Le point important, comme je l'ai dit, c'est de ne pas passer à côté du cancer de l'estomac diffus infiltrant, et ça doit être notre préoccupation. Alors il y a aussi les lymphomes, il y a aussi l'amylose, en fait il y a beaucoup de causes. Donc comment on fait pour s'en sortir? Il y a la clinique, ça c'est important, donc dans le Zollinger, c'est réglé, hein. Il n'y a pas de Zollinger sans ulcère duodénal, sans reflux, sans diarrhée, les aspects endoscopiques sont typiques. S'il y a une altération de l'état général, ça peut être n'importe quelle cause, notamment le ménétrier, le cancer. S'il y a des pertes protéiques majeures avec des édèmes des membres inférieurs, c'est plutôt la maladie de Ménétrier. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument éliminer une infection Helicobacter pylori et il faut faire une sérologie si l'anapathe n'est pas contributive. Après, l'aspect endoscopique n'est pas contributif, hein. Les ulcérations ne sont pas spécifiques, on peut en voir dans la maladie de Ménétrier, comme dans le cancer, comme dans d'autres maladies. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a pas mal de mucus dans la maladie de Ménétrier du fait de l'hyperplasie fovéolaire. Il ne faut pas oublier de rechercher CMV, c'est les macrobiopsies qui sont nécessaires. Et enfin, souvent, on fait une écho-endoscopie avec des macrobiopsies. Alors voilà, ici c'est un Zollinger, ça c'était un de mes patients. Donc ici, vous voyez, celui-ci est différent des autres patients. Donc l'hypertrophie de la muqueuse fondique avec le lac muqueux gastrique abondant lié à l'hypersécrétion de gastrique acide. Donc un autre patient, les 4 photos sont du même patient avec les gros plis fondiques, le gastrinome bulbaire. N'oubliez pas que le gastrinome est souvent bulbaire. Et là, vous voyez, il est juste derrière le pylore et si on va un peu vite, on passe à côté. Quand on suspecte un Zollinger, il faut bien regarder le bulbe juste derrière le pylore. Il y avait les ulcérations duodénales diffuses et l'œsophagite très sévère, comme vous pouvez le voir ici. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le diagnostic de cancer. Je vais vous dire, hein, qui serait capable de dire que ce qu'on voit ici, c'est un cancer à cellules à bac à chaton? Eh ben, moi, je n'aurais pas évoqué ce diagnostic du premier coup, et c'est l'anapathe, vous voyez, qui permet de faire ce diagnostic. Anapathe très difficile à obtenir. Alors, on peut faire une écho-endoscopie. Il y a des critères très évocateurs de maladie de Ménétrier. Certains disent même quasiment spécifiques. Alors, moi, je ne suis pas écho-endoscopiste, mais très clairement, c'est l'épaississement de la seconde couche. Vous voyez ici c'est normal. Ici, c'est la maladie de Ménétrier, c'est l'épaississement de la seconde couche qu'on ne retrouve pas dans la plupart des autres situations. Voilà. Donc, un aspect endoscopique et l'aspect en écho-endoscopie chez ce même patient. Pour terminer, une situation tout à fait particulière et que j'ai découverte finalement presque en faisant un peu ce topo sur les gastropathies hypertrophiques, c'est que les gastrites juvéniles, donc avec des polypes juvéniles, des polypes amartomateux, peut donner un aspect évoquant une gastropathie hypertrophique. Et donc c'est un vrai piège. Et je crois que ceux qui les ont rencontrés ont pu se faire avoir avec des aspects endoscopiques. Alors certes, on a quand même l'impression qu'il s'agit plus de polypes
que dans la maladie de Ménétrier, mais je crois que c'est un vrai piège diagnostique. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de pub pour ce qu'on avait fait, ce que j'avais fait moi à l'époque à la SNFGE. On avait mis en place les fiches du GenMAD avec des conseils de prise en charge donc de la polypose juvénile ou de la maladie de Pearce-Jeghers. Vous pouvez aller voir, ça reste d'actualité. Voilà, je suis à la fin de cet exposé avec une première conclusion qui est celle-ci. En cas de gastrite chronique, la première étape diagnostique est d'éliminer une infection par Helicobacter pylori parce que c'est très prévalent et donc il faut aller éventuellement jusqu'à la sérologie et il faut demander aussi à vos anapathes de faire une réaction, d'appliquer une réaction immunohistochimique anti-Helicobacter pylori. Le deuxième point, c'est que si on a éliminé HP, il faut rechercher une gastrite auto-immune, c'est-à-dire la maladie de Birmer. C'est relativement facile et l'élément fondamental, c'est la normalité de la muqueuse antrale et qu'il faut bien faire des biopsies qui doivent être séparées, placées dans des pots différents au niveau de l'antre et au niveau du fondus avec des biopsies en nombre suffisant. Au minimum, quand on fait une endoscopie standard, pour n'importe quelle raison, il faut faire les 5 biopsies de la classification de Sidney, mais si on sait qu'on est face à une gastrite, une maladie de l'estomac, il faut faire beaucoup plus de biopsies. Les autres causes de gastrite chronique sont très rares. Les autres gastropathies qui ne sont pas des gastrites chroniques sont très rares, sauf la gastropathie réactive. Et pour finir sur les gastropathies agroplis, le point important est d'éliminer un cancer infiltrant. On peut être amené à faire une écho-endoscopie avec des macrobiopsies et il faut penser à la polypose juvénile. Je vous remercie. Merci Guillaume pour cette excellente présentation. C'est un balayage des gastrites chroniques non liées à l'HP. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Sincèrement, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses de vous. Il y a beaucoup de questions de la part d'assistance. Je vais essayer de les passer tous un par un. Eh bien, avec plaisir. Voilà, donc je commence par la première question. Une gastrite AHP chronique, une fois l'éradication de l'HP, y a-t-il une régression d'atrophie ou il va évoluer inévitablement vers les complications? Alors, a priori, il n'y a pas de régression de l'atrophie, mais il n'y a pas, à partir du moment où l'Helicobacter pylori est éradiqué, il n'y a pas d'évolution défavorable. Donc, ça restera au stade d'atrophie qui est celui où le patient est. Voilà. Donc, pas de risque particulier. Il a été notamment, le risque, c'est le cancer, et il a été clairement démontré qu'après éradication des Helicobacter pylori, effective, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même le rechercher, affirmer l'éradication, le risque de cancer devient extrêmement faible. Oui, concernant la classification de Sidney, est-ce qu'elle a toujours un intérêt ou pas? Alors, je ne t'ai pas bien entendu. La classification de Sidney a-t-elle toujours un intérêt? Oui. Oui, elle a un intérêt pour évaluer l'intensité de la gastrite à Helicobacter pylori. Le gros avantage, c'est que ça oblige à faire les 5 biopsies dans les secteurs qui sont indiqués. Et ça oblige les anatomopathologistes à faire leur compte-rendu de façon également stéréotypée, de rien oublier. Concernant les biopsies pelviques pour le diagnostic de Birmer, est-ce qu'il y a une cartographie particulière? Alors, dans la maladie de Birmer, il y a... Donc, ça ne touche que le fondus et ça ne touche pas l'antre. Donc, déjà, il faut quand même biopsier l'antre largement pour être sûr que l'antre est normal. Après, dans le fondus, il faut faire des biopsies, si la question est bien ça. Hein. Parce que de temps en temps, je n'entends pas toute la phrase. Donc, il faut faire des biopsies étagées dans le fondus. Moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que je fais une dizaine de biopsies réparties dans le fondus ou sur les zones qui paraissent suspectes. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Mohamed? Parce que je n'ai pas forcément... Mais attends un petit peu, j'arrête la vidéo, docteur Chevrier, parce qu'il est en train de parler.
Pardon? Tu supprimes ton audio. Voilà, c'est fait. Très bien. Donc, des études ont évoqué la possibilité d'une stimulation antigénique par l'HP du processus auto-humain de la maladie de Bernier. Est-ce qu'il y a des nouvelles preuves sur ça? Alors, j'ai pas de nouvelles, mais effectivement, notamment chez les sujets jeunes, il a été, alors, mais c'est pas prouvé, hein, il a été proposé qu'il y a deux formes de maladie de Birmer. Il y a une forme du sujet âgé, en quelque sorte, la forme classique, avec l'apparition de la carence en vitamine B12, et la forme du sujet jeune qui pourrait être liée à une infection Helicobacter pylori qui stimulerait la production, l'auto-immunité et donc la maladie de Birmer. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument rechercher Helicobacter pylori et il faut s'acharner à rechercher Helicobacter pylori pour l'éradiquer. Hein. Si la sérologie est positive, il faut éradiquer. Donc, pour le dosage de la gastrinémie, est-ce qu'il est toujours nécessaire pour le diagnostic d'un Birmer? Non, ce n'est pas nécessaire, mais je trouve que une fois qu'on a éliminé l'Helicobacter pylori, si le malade ne prend pas d'IPP, ça assoit le diagnostic. Une gastrine élevée, on est sûr, s'il y a des aspects par ailleurs évoquant la maladie de Birmer, que c'est une maladie de Birmer. Enfin, moi, je vois beaucoup de maladies de Birmer et quand j'ai la gastrine élevée, en plus, ça assoit le diagnostic. Si la gastrine est normale, ça remet en cause le diagnostic. Oui. Donc, je le dose une fois, une seule fois, mais dans de bonnes conditions. Hein. Le problème de la gastrine, c'est qu'il faut le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à jeun, après arrêt des IPP pendant 10 à 14 jours, et dans un laboratoire qui dose correctement. Il y a une littérature sur le fait que, suivant les kits, il peut y avoir des faux positifs. Donc, question sur le tumeur neuroendocrine et Birmer. Oui. Une étude particulière, le dépistage et le traitement. Alors, le dépistage des tumeurs endocrines dans la maladie de Birmer, il se fait comme celui de l'adénocarcinome, c'est-à-dire lors des gastroscopies qu'on fait tous les 3 à 5 ans. Voilà. Donc, un point important, c'est qu'il faut passer du temps dans l'estomac des sujets qui ont une maladie de Birmer pour voir des petites lésions suspectes de dysplasie, par exemple, de dysplasie épithéliale prédictive du cancer, mais également ces petites tumeurs qui font quelques millimètres, qui sont un petit peu rougeâtres. Et si on fait une endoscopie un peu rapide, on passe à côté, croyez-en mon expérience, donc il faut y passer du temps. Après, en termes de traitement, c'est un sujet en soi, hein, le traitement des tumeurs endocrines gastriques, notamment dans la maladie de Birmer, mais dans ce cas, les tumeurs sont pratiquement toujours bénignes, et donc il ne faut surtout pas être invasif, notamment, il ne faut surtout pas opérer ces malades-là. Okay. Pour les anticorps. Alors, si ça intéresse les gens, attends, excuse-moi, si ça intéresse les gens sur les tumeurs endocrines de l'estomac, moi j'ai souvent parlé de ça au GIFOD ou dans Hépatogastro, où il y a toute... j'ai écrit des papiers entiers sur la maladie de Birmer et les tumeurs endocrines. Oui, en cas de gastrite varioliforme, est-ce qu'il faut refaire l'endoscopie de contrôle après éradication? Non, je ne crois pas que ça a un intérêt. À partir du moment où l'éradication est prouvée par un test respiratoire, par exemple, il n'y a pas de raison d'y retourner. Okay. Pour les anticorps de la maladie de Birmer, est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour le dépistage chez les patients ayant d'autres maladies auto-immunes? Et si oui, quelle population cible? Alors oui, la question est excellente. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je sais que les endocrinologues font des recherches de maladies de Birmer en dosant les anticorps anticellules pariétales. Ils ne font pas les anticorps antifacteurs intrinsèques. Et c'est vrai que nous, on est amené à faire des gastroscopies chez des malades qui ont des anticorps anticellules pariétales. Moi, ça me paraît justifié chez les malades qui ont un diabète auto-immun ou une thyroïdite auto-immune de doser les anticorps anticellules pariétales. Quelle est la rentabilité des biopsies gastriques pour le diagnostic de la maladie de Crohn?
Je ne suis pas certain d'être capable de répondre à la question. Je suis désolé, je ne connais pas la réponse. Mais je crois qu'il faut systématiquement faire une endoscopie quand on suspecte une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. On fait la coloscopie avec l'iléoscopie, mais on doit également faire la gastroscopie et faire des biopsies systématiques dans le duodénum, dans l'antre et dans le fondus pour rechercher des lésions qui peuvent aider à affirmer le diagnostic de maladie de Crohn. Notamment, il peut y avoir des granulomes dans l'estomac et un aspect de rectocolite hémorragique dans le côlon. C'est un Crohn, ce n'est pas une rectocolite. Une question, c'est deux questions. Est-ce que le fait de démarrer la vitamine B12 peut fausser le résultat de la sérologie? Est-ce qu'on peut-on demander des auto-anticorps de la maille de Bernard chez les patients ayant déjà démarré la vitamine B12? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun lien entre les deux, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on doit contrôler le taux de la vitamine B12 pour pouvoir parler de correction de carence en vitamine B12 dans la maille de Bernard et dans les autres cytologies de carence en vitamine B12? Alors oui, il faut, une fois qu'on a fait le traitement d'attaque, pour recharger finalement les stocks en vitamine B12, il faut contrôler biologiquement. Et il y a quand même quelques patients pour lesquels ça ne suffit pas, il faut recommencer un traitement d'attaque. À partir du moment où le taux s'est normalisé, en gros c'est 200, et ben à ce moment-là, on laisse un traitement d'entretien. Ok. Concernant les gastrites chroniques, il y a le professeur Messier qui dit que je trouve que la sémiologie endoscopique est peu spécifique. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, oui, vous avez raison. Rien n'est spécifique et c'est les biopsies qui permettent de faire le diagnostic. Il ne faut surtout pas se permettre de porter des diagnostics sur un aspect macroscopique, notamment l'aspect en fond d'œil, l'aspect d'atrophie classique, mais en fait, on se trompe régulièrement. Oui, concernant le traitement des gastrites folliculaires. Alors, qu'est-ce que vous appelez les gastrites folliculaires? C'est une question qui dit que est-ce qu'il y a un traitement particulier des gastrites folliculaires, c'est-à-dire des gastrites qu'on retrouve à la biopsie, bien sûr. Lorsqu'on a la pâte, Alors, il n'y a pas... Est-ce que ça a une entité nosologique particulière ou bien c'est un aspect... Non. Il n'y a pas de... Pour moi, ça n'existe pas, la gastrite folliculaire. Ce n'est pas une entité qui existe. Voilà. Alors, on peut voir ça en cas d'infection Helicobacter pylori, probablement dans d'autres causes, mais ce n'est pas une entité qui existe. Les entités qui existent, c'est celles que je vous ai montrées sur le diaporama. OK. Donc, lorsqu'on a un reflux sur monogastrique biliaire, oui. Est-ce que ça développe des gastrites particulières? Oui, tout à fait. Il y a ce risque de gastrite réactive, de gastropathie réactive, ce qu'on appelait autrefois la gastrite chimique, qui est tout à fait caractéristique sur le plan anatomopathologique, pas toujours sur le plan endoscopique, mais en tout cas sur le plan anatomopathologique. Donc, concernant la vitamine B12 par voie orale, on ne comprend pas sur le plan physiopathologique, puisque à la base, c'est un problème d'absorption. Et donc, il faudra plutôt la donner en injectable, logiquement. Est-ce que c'est vrai ou non? D'ailleurs, vous avez montré des diapositives qui montrent que les deux se valent. Tout à fait. Alors, la question est tout à fait pertinente, effectivement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une absorption passive de la vitamine B12 et il nous en faut finalement très peu, alors qu'on donne des doses colossales. Quand on donne une ampoule de vitamine B12, c'est 1000 microgrammes et la quantité de vitamine B12 dont on a besoin, c'est quoi? C'est 2-3 microgrammes. Donc, il y a une partie de la vitamine B12 qui est absorbée de façon passive et ça suffit. Voilà. Alors là où je trouve il faut garder la vitamine B12 injectable, c'est par exemple dans la maladie de Crohn, quand il y a une résection iléale ou iléocécale, où là, moi à titre personnel, je vois beaucoup de maladies de Crohn et j'ai essayé la vitamine B12 orale chez les patients dans cette situation et ça ne marche pas bien.
Et donc, dans la maladie de Crohn avec résection iléale, je passe à l'injection intramusculaire. Mais dans le Birmer, ça marche aussi bien. Très bien. Concernant la macrobiopsie, est-ce qu'il y a une technique particulière? Alors, je ne suis pas endoscopiste, donc à titre personnel, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il faut prendre un gros pli et il faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Comme la muqueuse est tellement épaisse que je crois qu'il n'y a pas grand risque. Oui. Et je n'ai pas de technique à proposer, je suis désolé. Très bien. Concernant le traitement de la maladie de Métrier, un petit mot? Alors, le traitement, c'est pas simple en fait. Hein. C'est d'abord les IPP. Hein. Il a été montré que réduire la sécrétion acide, donc autrefois, avant les IPP, les anti-H2, ça permettait de le faire. Maintenant, les IPP permettent de le faire. Donc, c'est IPP à forte dose, donc c'est la première chose à faire. Après, c'est les anti-EGFR. Donc, après, ça relève de traitements extrêmement spécialisés qui ont fait l'objet de quelques publications, mais qui restent débattus. Voilà. Okay. Je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus. Mais sinon, il y a les analogues de la somatostatine également qui ont été essayés. Nous, on a publié un cas. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, par exemple. Qu'est-ce qu'une anémie parabirmérienne? Je ne t'entends pas très bien. Qu'est-ce qu'une anémie parabirmérienne? C'est quoi une anémie parabirmérienne? Je ne sais pas. D'accord. Quelle sérologie on doit demander? Après, oui. Alors, excuse-moi, Mohamed, mais je ne t'entends pas bien du tout. Quelle sérologie on doit demander pour l'HP, sachant que les anticorps peuvent être positifs sans HP évolutif? Oui. Alors, une sérologie, c'est une sérologie. Hein, c'est un test, je crois que ça doit être un test ELISA, si je ne me trompe pas. Si, dans cette situation, un patient a une gastrite, que la recherche d'Helicobacter pylori est négative, que la sérologie est positive, ça veut dire qu'il a été en contact avec Helicobacter pylori. La recherche d'Helicobacter pylori par des techniques directes dans l'estomac peut être faussement négative du fait de la métaplasie intestinale. Et donc, il faut éradiquer Helicobacter pylori. C'est indispensable. Voilà. Mais effectivement, on n'aura pas mis en évidence le germe de façon directe. On peut se dire que peut-être que le malade a été en contact et qu'il en est guéri et qu'il reste une sérologie positive, une cicatrice positive. Mais il faut, dans cette situation, quand même éradiquer. OK. Est-ce qu'une gastrinémie normale élimine une maladie du Birmer? Oui. Oui. Sauf, alors, on peut dire non, parce qu'au tout début d'une gastrite auto-immune, la gastrinémie est probablement normale, mais ce qu'on voit, nous, c'est des maladies avec une gastrine toujours élevée. Et donc, je pense qu'une gastrine normale élimine une maladie de Birmer. Je reprends un malade que j'ai vu avant-hier. C'est un patient qui avait des épigastralgies, âgé de 60 ans. Fibroscopie faite, gastrite atrophique, absence de cellules pariétales. Vitamine B12 normale, anticorps anti-cellules pariétales positive. On retient le diagnostic ou on ne le retient pas? Eh bien, ça ne suffit pas pour affirmer le diagnostic, c'est qu'il faut voir si l'antre est normale ou pas. Voilà, ça c'est le point le plus important, c'est est-ce que l'antre est normale ou pas. Si l'antre est normale, oui, c'est une maladie de Birmer. Si l'antre est anormale, il faut voir s'il y a de l'infection Helicobacter pylori. Après, les anticorps anticellules pariétales ne sont pas spécifiques. Hein. Donc, je pense qu'il faut faire une recherche d'anticorps anti-facteurs intrinsèques. Donc, rechercher HP, rechercher les anticorps anti-facteurs intrinsèques et voir ce que donnent les biopsies au niveau de l'antre. OK. Comment vous faites sur le plan pratique pour le dosage de la gastrinémie, surtout quand le patient est dépendant des IPP? Alors, si c'est les patients qui ont une maladie de Birmer n'ont plus besoin d'IPP. Hein.
parce qu'ils ne sécrètent plus d'acide, donc ils n'ont plus besoin d'IPP. Si les patients sont dépendants des IPP, habituellement les patients qui sont dépendants des IPP, c'est qu'ils ont un reflux. Dès qu'ils arrêtent, il y a le pyrosis qui réapparaît. Et ben dans ce cas-là, ce n'est pas une maladie de Birmer, parce qu'il n'y a plus d'acide dans la maladie de Birmer. Donc il y a, voilà. Donc dans la maladie de Birmer, on peut toujours arrêter les IPP. Si on ne peut pas les arrêter, a priori, c'est que ce n'est pas un Birmer, ou alors on s'est complètement trompé de diagnostic. Okay. Au cas de trouble de la coagulation, est-ce qu'on peut donner la vitamine B12 au subcutané? Alors, tu peux répéter, s'il te plaît? En cas de trouble de la coagulation, est-ce que la vitamine Oui. B12 peut se mettre en subcutané, sachant qu'on ne dispose pas de la voie orale? Oui, on peut. On peut, ouais. Même par voie intramusculaire, ce n'est pas des grosses ampoules. Bon. Ok. Et pour la maladie de Birmer, est-ce qu'il faut donner les EPP pour éradiquer l'HP? Si on a l'HP associé. Après, alors, attends. Répète, s'il te plaît, j'entends très mal, en fait. Est-ce qu'il faut donner les EPP pour éradication d'HP? Oui, il faut donner le traitement standard. Je sais bien que ça peut paraître bizarre s'il n'y a pas d'acide, mais ça n'a pas été évalué autrement, donc il faut garder le traitement standard. Classique. Est-ce qu'il faut compléter par une coloscopie lors du diagnostic confirmé d'un ménétrier, ou bien juste lorsque le malade est symptomatique? Non, il n'y a pas besoin de faire de coloscopie en cas de maladie de ménétrier. Dans votre pratique et expérience, est-ce qu'il y a une association entre maladie de Birmer et maladie de Crohn? Non, pas d'association connue. Vu la spécificité et la sensibilité des anticorps, est-ce qu'il est préférable de demander les deux types d'anticorps dans la maladie de Birmer? C'est une très bonne question. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de toujours demander les deux types d'anticorps quand le diagnostic est évident, c'est-à-dire qu'il y a une gastrite fondique atrophique, auto-immune, il y a des maladies auto-immunes associées, l'antre est normale, la gastrine est élevée. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment besoin des anticorps. En tout cas, un seul pourrait suffire. On n'a peut-être pas besoin de doser les deux. Après, moi, je le fais systématiquement une fois pour affirmer le diagnostic. Mais ce n'est pas obligatoire. OK. Si on a un HP positif avec suspicion d'un Birmer, est-ce qu'il faut recontrôler après traitement de l'HP pour retenir ou éliminer une maladie de Birmer? La question est excellente. Je n'ai pas la réponse scientifique, mais je pense que oui, qu'il faut refaire des biopsies. Il faut peut-être attendre pas mal de mois, peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais pas, et refaire des biopsies très nombreuses au niveau de l'antre et au niveau du fondus, voir si les lésions ont disparu. Donc, concernant les lésions histologiques du Birmer, est-ce qu'elles sont diffuses ou bien localisées? Alors, excuse-moi, concernant... Les lésions histologiques du Birmer. Est-ce qu'elles sont... Alors, les lésions histologiques de Birmer peuvent être en plage. Elles ne sont pas homogènes et donc elles peuvent toucher des zones. D'ailleurs, tu as vu dans l'aspect de gastrite pseudopolypoïde qu'il y a des zones qui ne sont pas touchées. Et donc, c'est un des pièges dans cette maladie. C'est une des raisons pour lesquelles il faut faire des biopsies multiples étagées dans tout l'estomac, dans tout le fondus. J'ai une question peut-être de la pédiatrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel conseil peut-on donner pour un enfant de 10 ans qui a une gastrite chronique avec présence de nodules dans l'estomac et après un traitement de 2 mois avec l'oméprazole, rien ne change? Alors, là, je pense qu'il pareil, il faut essayer d'étiqueter la maladie, c'est-à-dire qu'il faut faire des biopsies entrales, faire des biopsies fondiques, nombreuses, mais très nombreuses, faire des biopsies des nodules, tout ça dans des pots séparés, arrêter l'oméprazole 15 jours avant, doser la gastrine, faire une sérologie Helicobacter pylori. À partir de là, on réfléchit, éventuellement on fait faire une relecture des lames
par d'autres anatomopathologistes experts de l'estomac. Et voilà, ça serait ça ma recommandation. Okay. Concernant l'atteinte gastrique dans la RCH chez l'adulte, qui est gastrite qui est focale. Et dans ce cas, comment on peut différencier entre un RCH et un Crohn si on a seulement une atteinte pancolique de la Mickey? On ne peut pas. On ne peut pas. La gastrite focale existe beaucoup plus fréquemment dans le Crohn que dans la rectocolite, mais quand il n'y a que ça et que dans le côlon ça ressemble à une rectocolite, on ne peut pas faire la différence entre les deux. Ok, une question d'un résident. Pourquoi ne pas faire le test respiratoire à l'urée si on suspecte l'infection à l'HP au lieu de la sérologie HP? Alors, c'est une excellente question. On ne peut pas parce que en cas d'achlorhydrie, c'est comme quand on prend des IPP, on ne peut pas, le test n'est pas fiable, il y a à la fois des faux négatifs et des faux positifs. Donc des faux négatifs parce que la réduction de la sécrétion acide fait que il peut y avoir une pullulation microbienne qui fait que le test sera faussement positif et à l'inverse, que la réduction de la sécrétion gastrique acide réduit la population d'HP et donc le test risque d'être faussement négatif. Donc il ne faut pas utiliser le test quand on a une gastrite chronique, atrophique. Il me reste une ou deux questions. Désolé, on vous a trop pris, M. Guillaume. J'ai toute ma soirée. Le traitement des gastrites par reflux biliaire. Oui. Alors, je n'ai pas entendu le début de la question, excuse-moi Mohamed. Non, les gastrites par reflux biliaire. Quel est le traitement optimal? Le traitement? Les gastrites par reflux biliaire. Oui, bien sûr. Alors, je trouve que c'est très compliqué. C'est un truc qu'on voyait autrefois, mais qu'on ne voit plus beaucoup maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de traitement. C'est de la dyspepsie. Je sais pas quoi répondre finalement à cette question-là. C'est des patients qui ont un syndrome dyspeptique, on fait une endoscopie, on trouve de la bile un peu dans l'estomac. Des antiacides, oui. Malox. Concernant le traitement du BMR, est-ce que le protocole de la vitamine B12 injectable est valable systématiquement, quel que soit le taux de la vitamine B12, ou bien uniquement s'il est diminué? Oui, alors tout à fait, c'est important. Cette question est importante. Donc, s'il n'y a pas de carence en vitamine B12, on n'administre pas de vitamine B12. Donc, en revanche, quand il y a une carence en vitamine B12, on supplémente cette carence avec, un peu comme on veut, il faut au moins une dizaine d'injections au minimum sur une période rapprochée. Voilà. Et puis après, on surveille le taux de vitamine B12 une fois par an chez tous les patients qui ont la maladie de Birmer, qu'il y ait ou non une carence en vitamine B12 initialement. Voilà. Et si la carence en vitamine B12 apparaît ou réapparaît, à ce moment-là, on traite. Et quand il y a une carence en vitamine B12 qui a été supplémentée, ensuite on continue d'administrer de façon régulière de la vitamine B12 pour éviter qu'elle ne recommence. C'est la même question d'un autre médecin qui dit que si on découvre de façon fortuite une maladie de Birmer sur les biopsies gastriques, sans HP, sans anémie, sans déficit de vitamine B12, est-ce que ça sera uniquement la surveillance ou bien il faut traiter? Je pense que vous avez répondu à la question. C'est uniquement la surveillance, c'est ça? Oui, uniquement la surveillance. Ouais, surveillance. Tout à fait. Donc, surveillance à cause du risque. Donc, surveillance endoscopique avec biopsie tous les 3 à 5 ans, avec beaucoup de biopsies au niveau du fondus pour détecter des lésions qui seraient prédictives du cancer ou détection de tumeurs endocrines, mais aussi tous les ans une surveillance biologique avec notamment la numération, la vitamine B12, la ferritine. Je pense, Guillaume, je suis arrivé à la fin des questions. Apparemment, il n'y a plus de questions à poser. Donc, si vous pouvez conclure, qu'est-ce que vous en pensez des questions qu'on a eues? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quand même une attention particulière au gastrite en HP, c'est ça?
Donc, la majorité des questions, c'est pour le Birmer, apparemment. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ce sont des questions qui sont pertinentes. Et bon, moi, je connais bien la maladie de Birmer. Je fais beaucoup de topos sur la maladie de Birmer. Et il y a toujours beaucoup de questions sur la maladie de Birmer. Ça reste quelque chose d'assez mystérieux pour les gastro-entérologues. Donc, moi, mon objectif, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de simplifier au maximum la vision qu'on a de la maladie de Birmer. Déjà, d'être certain de faire un diagnostic certain. Donc, les biopsies entrales, les biopsies fondiques, la gastrine, les anticorps. Vous voyez, des trucs qui sont relativement simples. Après, la supplémentation, le suivi, les endoscopies, comment faire les endoscopies, les biopsies, etc. Voilà, à partir de là, c'est extrêmement simple de gérer la maladie de Birmer. Mais il y a toujours beaucoup de questions sur cette thématique. Guillaume, effectivement, c'est un balayage complet des gastrites non liées à l'HP. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'entendre et d'assister à vos conférences. C'était très attractif et très bénéfique. C'était prévu que le professeur Ibrahimi fasse une clôture, mais je ne le retrouve pas dans le panel. Je pense que c'est déconnecté. D'accord. Donc, voilà, donc c'est à moi, à mon tour, de remercier Guillaume. C'était vraiment un exposé très intéressant. Ça nous a appris beaucoup de choses, de côté pratique, côté théorique. Vraiment, c'était très intéressant. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Donc, Guillaume, tu es toujours le bienvenu à Meknes FS dans notre région. Monsieur Ibrahimi, professeur Ibrahimi s'excuse parce qu'il ne peut pas intervenir parce qu'il est sur la route entre Rabat et Fès. Il te remercie. Au nom de tous les participants, on vous remercie. Au nom de tous les membres de notre association l'AGEC, on vous remercie. Je pense que c'était la première conférence avec l'AGEC et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Vous êtes toujours le bienvenu. Bien sûr, il y aura d'autres occasions. Je remercie tous les participants qui ont assisté à cette conférence. Je remercie le professeur Labkari pour sa modération, c'était très intéressant. Et je remercie le laboratoire Botu pour leur sponsoring et leur partenariat avec l'AGEC. Et là, je laisse la parole à Silwardi, s'il a quelque chose à ajouter. Encore une fois, merci à tout le monde et à la prochaine. En tout cas, un grand merci de votre invitation et je viendrai bien évidemment avec un immense plaisir vous voir à Fès et à Meknes. Ah oui, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Donc, comme on dit, vous êtes chez vous. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Oui. Non, cher docteur, bonsoir. Bonsoir. Oui, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Ardo Alwardi, Group Product Manager de la déontologie gastro et microbiote. Au nom du laboratoire Botu, au nom de la GERC et au nom de notre éminent conférencier, professeur Cadio, je vous remercie vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation et nous sommes très honorés de votre présence et de votre participation active pour la réussite de ce webinaire. Parce que, comme vous le savez bien, la réussite d'une telle manifestation dépend essentiellement de 4 éléments majeurs, à savoir le thème, l'orateur, la qualité de l'organisation et surtout votre présence. Au nom de l'audience, au nom du laboratoire Botu et au nom de la GERC, je tiens aussi à remercier fortement professeur Cadio pour la qualité et la pertinence des informations communiquées tout le long de ce webinaire. Notre pays traverse une période difficile et grâce à la décision de notre roi et à votre mobilisation, les médecins, le bout du tunnel commence à se pointer. Longue vie au roi, longue vie au Maroc, longue vie à nous tous. Pour votre information, le nombre des inscrits est de 620. Je vous donne rendez-vous pour d'autres manifestations similaires. Je tiens à préciser que le développement professionnel des médecins constitue une grande priorité pour notre laboratoire. Et je tiens aussi à remercier professeur Cadio, professeur Ibrahimi, professeur Abtari, docteur Chvihi et bien sûr tous les membres de la GERC. Et merci
et pour être, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Merci. Merci. Bientôt physiquement. Ouais. Physiquement, Allez, effectivement. Ouais. bonsoir à tous. À bientôt.